la une de l'actualité, le comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle a tenu sa première session de l'année 2024. Au thème des travaux, l'on retiendra que 20 provinces sont déclarées déficitaires à l'issue de la campagne agricole 2023-2024. Globalement, le bilan céréalier fait ressortir un manque de 150 000 tonnes. Conséquence, plus de 2 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire en 2024. Et puis, les étalons convoqués pour les matchs entrants dans le cadre des journées FIFA sont connus. Le nouveau sélectionneur national a présenté sa liste ce matin. 25 étalons seront du côté de Casablanca au Maroc les 22 et 26 mars prochains contre la Libye et le Niger. Grande surprise, ces matchs amicaux internationaux se joueront sans le capitaine des étalons Bertrand Traoré, le gardien Hervé Kofi et le défenseur Issoufou Dayo entre autres. Voilà pour les grandes lignes de ce 13h. Merci de nous suivre. Les mauvaises pratiques dans la passation des marchés publics au Burkina Faso doivent être dénoncées et punies. C'est l'appel lancé par le ministre en charge de l'économie et des finances devant les députés de l'Assemblée législative de transition. En plénière ce 15 mars, les députés ont interpellé le gouvernement sur l'utilisation abusive des avenants dans le cadre des passations des marchés publics. À l'hémicycle, l'on a souhaité un renforcement des mesures encadrant les avenants en vue de minimiser les pertes financières enregistrées par l'État. Des pertes passées de plus de 15 milliards de francs CFA en 2021 à plus de 500 millions de francs CFA l'année dernière. Archimède Boy pour plus de précision. Plus de 15 milliards de francs CFA perdus en 2021 par l'État burkinabé dans le cadre des avenants en lien avec la passation des marchés publics. Même si ce chiffre est en nette baisse en 2023 avec plus de 500 millions de francs CFA de pertes, le sujet préoccupe. Néanmoins, Kani Betuina et Mamadou Yaro, députés à l'Assemblée législative de transition, qui jugent abusif le recours aux avenants, une disposition légale permettant de modifier les clauses d'un contrat dans l'exécution d'un marché public. Pour certains, les études effectuées avant la réalisation des infrastructures en seraient la cause. Un avis que ne partage pas le ministre en charge de l'économie. L'étude est une projection et à la mise en œuvre, il peut effectivement y avoir des écarts. Pour toute étude, on ne peut pas faire une étude qui va exactement dire c'est comme ça et à l'arrivée on aboutit à ça. Ça sera très compliqué. Mais le plus important est que l'étude puisse prendre en compte l'essentiel des données qui puissent permettre donc d'apprécier, d'évaluer et qu'à l'arrivée, il n'y ait pas trop d'écart entre ce qui est prévu dans l'étude et ce qui est prévu donc, au moment de la mise en œuvre. Donc, disons que même s'il y a une étude de faisabilité, il peut y avoir des avenants. Le plus important, à mon avis, c'est que l'avenant soit vraiment justifié. Et les exemples ne manquent pas pour étayer son propos. Vous voyez, si on a un marché qui va sur 3 ans, 4 ans, entre ce qui a été prévu au début et vers la fin, il peut y avoir des changements. Vous avez vu qu'avec les tensions géopolitiques en 2022, il y a eu beaucoup d'inflation. Et donc, il y a beaucoup de gens qui avaient eu des marchés avant et après, il y en a même qui ont dû décider de laisser tomber parce qu'ils se sont rendus compte que les prix initialement prévus ne peuvent plus être maintenus. Et si l'autorité contractante refuse l'avenant, souvent les fournisseurs préfèrent laisser tomber parce qu'ils ne pourront pas. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. En fait, l'avenant en lui-même n'est pas forcément mauvais. C'est une pratique qui devrait exister pour tenir compte des impondérables. Mais malheureusement, dans la pratique, on peut effectivement aboutir à des déviances et c'est ça qui est déplorable. Le ministre en charge de l'économie reste convaincu, la réglementation à elle seule ne peut garantir la transparence et l'intégrité recherchées si les acteurs de la chaîne ne font pas preuve de bonne foi. Il invite donc la société civile à dénoncer et la justice à réprimer les mauvaises pratiques dans la passation des marchés publics. La campagne agricole 2023-2024 au Burkina Faso est déficitaire. On parle d'un manque de plus de 150 000 tonnes. Conséquence, cette année 2024, plus de 10 régions feront face à une crise alimentaire et ce sont plus de 2 millions de personnes vulnérables qui seront directement touchées. C'est ce qui ressort de la rencontre bilan du comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle. Un comité qui a aussi proposé des solutions au gouvernement pour faire face à cette crise alimentaire qui s'annonce. Maxime Ilboudou.
Le bilan céréalier définitif pour la période de consommation 2023-2024 fait ressortir un déficit de 150 705 tonnes. 5 régions sont déficitaires, notamment le centre-nord, le plateau central, le Sahel et le nord. Près de 52,2% des ménages agricoles n'arriveront pas à couvrir leurs besoins en céréales avec leur propre production. C'est ce que révèle le comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle lors de sa première session de l'année. La crise sécuritaire et l'insuffisance des pluies sont les principales causes. Il y a beaucoup de provinces qui avaient déjà emblavé, mais qui n'ont pas pu faire des récoltes au regard de la situation d'insécurité, donc les gens n'ont pas pu récolter. Et quand vous regardez, quand on avait fait la prévision, on était à 16 provinces et nous passons à 20 provinces parce que quand on arrive à faire maintenant les bilans des récoltes, on voit que beaucoup de régions n'ont pas pu récolter. Et étant donné qu'ils n'ont pas pu récolter les céréales, forcément il va de soi qu'il y a un déficit. Non seulement donc c'est ça en tout cas la question d'insécurité qui est en première position, mais il y a également eu quelques poches de CCRS qui ont contribué également négativement à l'atteinte des résultats escomptés. Les conclusions des travaux du comité montrent également que 10 provinces seront en phase crise si rien n'est fait pour venir en aide aux personnes vulnérables sur la période de juin à août 2024. Plus de 2 700 000 personnes seraient en situation d'insécurité alimentaire. Sans intervention adéquate, il faut dire que 2 734 196 personnes seraient en phase 3 à pire d'insécurité alimentaire, dont 423 338 personnes en situation d'urgence. Ces populations représenteraient 12% de la population totale et seraient concentrées dans les régions du centre-nord, 21%, du nord, 18%, du Sahel, 18%, de l'Est, 17%, du centre-Est, 7% et de la boucle du monde, 7%. Face à ce constat, invite est faite aux autorités à prendre des mesures pour freiner la volatilité des prix des denrées alimentaires sur le marché, même si au niveau du maïs blanc, le mil local et le sorgho, les statistiques indiquent une légère hausse des prix. À l'endroit du ministère en charge de l'agriculture, les membres du comité de prévision recommandent le développement du secteur de la production maraîchère pour combler le déficit. C'est d'arriver à aménager massivement les bas-fonds, arriver à accompagner les producteurs avec les intrants, mais regardez également, on a un accompagnement avec les intrants agricoles qui seront mis à leur disposition. En plus de cela, il y a effectivement l'assistance alimentaire. Et l'assistance alimentaire, on nous a dit aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement l'État, mais les partenaires techniques et financiers vont accompagner les ménages qui sont vulnérables en assistance alimentaire, mais également avec des moyens qui vont leur permettre de sortir de leur résilience, à savoir l'accompagnement en intrants, mais également dans les domaines agricoles, mais également dans les domaines de l'élevage. À cela s'ajoute l'organisation régulière de convois sécurisés pour approvisionner les zones du Nord afin d'améliorer la fluidité des produits vivriers. L'autorité, quant à elle, promet des réponses idoines pour faire face à l'insécurité alimentaire. Il est nécessaire de promouvoir une synergie dans la mise en œuvre de nos actions. L'objectif d'assurer la souveraineté alimentaire en cohérence avec les ambitions de l'offensive agro-pastorale 2023-2025 doit guider le choix des actions en faveur des populations en insécurité alimentaire. L'enquête nutritionnelle fait ressortir que 2 provinces ont une prévalence de la malnutrition aiguë supérieure ou égale à 10%. Il s'agit des Balais et de la Sicile. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire lancée en 2023 porte déjà des fruits à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins. Le Bureau national des grands travaux est allé constater de plus près les réalisations engrangées à ce jour dans le cadre de cette initiative. Des réalisations en lien avec les aménagements des voiries dans la ville de Sia et l'assainissement du cadre de vie. Les acteurs de mise en œuvre de ce programme présidentiel ont été encouragés à persévérer dans la même dynamique. Majid Bakouan, Benjamin Kwame. De secteur en secteur, l'équipe du Bureau national des grands projets visite les activités réalisées dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire à Bobo-Dioulasso. Il s'agit principalement de travaux de rechargement de voies et de suppression de dépotoirs sauvages. Les visiteurs du jour sont venus féliciter et encourager les acteurs de mise en œuvre de ce programme présidentiel dans la ville de Sia. Du constat que nous avons fait, vous avez vu qu'il y a d'énormes défis.
d'abord un défi communicationnel et un défi même de sensibilisation de la population pour l'appropriation même de l'initiative. Parce que qui dit initiative dit appropriation. Si la population elle-même ne s'approprie pas de l'initiative, vous conviendrez avec moi qu'il serait difficile. Mais déjà, nous avons constaté sur le terrain, avec la coordination du PDS de Bobo, avec les PDS d'arrondissement, la détermination de ces représentants de collectivités pour, en tout cas, faire de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire le boussole du développement communautaire dans nos collectivités. Lancée en 2023, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire est mise en œuvre à Bobo-Dioulasso avec l'implication des présidents des délégations spéciales. Elle se fait de façon tournante dans les différents arrondissements de la commune. Nous pouvons faire globalement, elle est satisfaisante. L'engouement est naissant, l'engouement existe. Nous avons lancé ici même courant décembre l'initiative présidentielle pour la composante 1 qui a consisté à reprofiler cette voie qui était extrêmement dégradée. Et dans les semaines qui ont suivi, nous avons procédé dans le cadre de la composante 2 à l'assainissement, notamment à travers plusieurs sites à travers la ville et ensuite à travers des opérations rotatives d'assainissement. Je pense que la mayonnaise est en train de prendre, comme le disent les autres. Nous sommes en train de faire une œuvre éducationnelle et il faut que cela prenne du temps pour qu'on puisse constater le fruit. Mais d'une manière générale, nous saluons l'implication des communautés, nous saluons l'implication des opérateurs économiques qui accompagnent fortement toutes les actions entrant dans le cadre de l'initiative présidentielle et de l'ensemble des administrations déconcentrées comme décentralisées. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire prend en compte 3 composantes. Il s'agit de réalisation et la réhabilitation des infrastructures socio-économiques, de l'amélioration du cadre de vie et du renforcement des capacités des communautés à la base. Le renforcement de capacité des acteurs du secteur privé et leur accès au financement, c'est le défi que veut relever le projet d'appui à l'entrepreneuriat, au développement des compétences et à l'adoption technologique Ecotech. Porté par la Maison de l'entreprise, ce projet va durer 6 ans. Il a une enveloppe financière de plus de 70 milliards de francs CFA, de quoi octroyer des prêts aux chefs des petites et moyennes entreprises pour la mise en œuvre de projets de développement économique et financier. Le lancement de Ecotech 2024 est intervenu hier à Ouagadougou sous le regard de Abdou Razak Traoré. Dans un environnement où le climat des affaires bat de l'aile du fait d'une crise multidimensionnelle, le projet Ecotech s'érige comme un véritable booster. C'est l'aboutissement d'un processus débuté depuis 2021. Le projet d'appui à l'entrepreneuriat, au développement des compétences et à l'adoption technologique vise essentiellement à soutenir les entreprises. Il vient compléter la série d'actions entreprises par le gouvernement pour soutenir les PME qui ont été durement impactées par les différentes crises au plan national et international. C'est en cela que le projet Ecotech contribuera à créer un environnement propice aux affaires et à la promotion des investissements verts à travers l'accompagnement et le financement de plus de 2000 petites et moyennes entreprises. Plus concrètement, il sera question de financer les entreprises et de former une main-d'œuvre qualifiée. Faciliter leur accès au crédit, renforcer leurs compétences entrepreneuriales et promouvoir l'adoption de nouvelles technologies. Nous mettrons également en place des programmes de formation adaptés à leurs besoins spécifiques afin de renforcer leur capacité à innover et à se développer dans un environnement économique en constante évolution. Fruit d'une collaboration entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale, le projet Ecotech se veut innovant. Une attention particulière sera accordée aux filles, aux femmes et aux groupes défavorisés. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le contexte sécuritaire difficile que traverse le pays affecte tous les secteurs socio-économiques et appelle pour ce faire à la conjugaison des efforts. Le projet Ecotech s'inscrit en droite ligne avec la dynamique du développement endogène prônée par le gouvernement. Je ne doute pas que la mise en œuvre de ce projet d'envergure contribuera à créer un environnement favorable au développement du secteur privé et à renforcer sa résilience. Porté par la Maison de l'entreprise, Ecotech va s'étendre sur 6 ans. Plus de 70 milliards de francs CFA de prêts seront accordés au secteur privé. Près de 18 000 apprenants devraient bénéficier de programmes de formation adaptés
aux besoins des entreprises. Dans l'actualité également, depuis hier 15 mars, la 13e compagnie de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers basée à Zignaré a un nouveau commandant. Le lieutenant Pascal Benoît Houlé, le tout premier commandant de cette nouvelle caserne, a été officiellement installé dans ses fonctions par son supérieur, le colonel Dabanao. Renforcer le manque d'installation dans cette nouvelle caserne, c'est le défi que veut relever en premier lieu le nouveau maître des lieux, la passation du commandement à la BNSP Zignaré en son et en image avec Abdou Aziz Sari. À son commandement, tous les soldats de feu du plateau central s'exécutent. Le lieutenant Benoît Houlé est désormais le commandant de la 13e compagnie de sapeurs-pompiers. Le tout premier chef de cette caserne basée à Zignaré. Dans la pure tradition militaire, il est installé dans ses nouvelles fonctions par le commandant de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. La priorité du nouveau chef de la 13e compagnie de sapeurs-pompiers, poursuivre le renforcement des installations manquantes dans sa caserne pour une meilleure assistance aux populations. Nous travaillons donc à agrandir cette caserne qui est en début. Question couverture opérationnelle, je dirais que nous couvrons tout le plateau central. Nous faisons souvent des interventions sur près de 40 km. Donc le secteur d'intervention est assez grand. Les voies de contournement à Corsimoro, ainsi que à l'arrière Laongo, tout ça. Nous couvrons la superficie à partir d'ici. En plus du management de ces troupes, le lieutenant Benoît Houlé doit également travailler à raffermir les liens entre toutes les forces de défense et de sécurité du plateau central, souhaite le colonel Dabanao. Et donc j'ai confiance dans les capacités de cet officier à pouvoir donc manager d'une part le personnel, bien l'administrer, être en contact avec les autorités administratives et locales, les notabilités religieuses, coutumières, et pouvoir donner le résultat qui est attendu, celui donc de porter assistance et secours aux populations. Admis au concours d'officier d'active en 2016, le lieutenant Benoît Houlé intègre l'académie militaire Georges Namoano de Pau, où il obtient le diplôme de chef de section interarmes en 2018. Avant de suivre la même année une formation initiale des officiers sapeurs-pompiers. Benoît Houlé est également titulaire d'un brevet de prévention et d'un diplôme d'officier de garde de compagnie, obtenus respectivement en 2021 et 2022. Les Jeux olympiques 2024 sont prévus du 11 juillet au 21 août prochain à Paris, en France. Les athlètes burkinabés, dont Hugues Fabizongo ou encore Paul Domon, seront de la partie pour défendre les couleurs du Burkina Faso en triple saut et en cyclisme, entre autres. À 4 mois de cet événement sportif international, les athlètes qualifiés reçoivent les encouragements de l'ambassade de France au Burkina Faso. Elle a organisé un cocktail dînatoire à leur endroit, l'idée étant de les soutenir et à aller chercher une autre médaille olympique pour le Burkina Faso à ces Jeux de Paris. Océane Dabouni, Benjamin Kouani. Un toast pour célébrer ici à l'ambassade de France au Burkina Faso la qualification des athlètes burkinabés aux Jeux olympiques Paris 2024. C'est un cocktail dînatoire qui réunit des autorités françaises. Hugues Fabrice Zango, meilleur triple sauteur au monde, Paul Domon, maillot jaune du dernier Tour du Faso et autres personnalités. Une initiative de la représentation diplomatique française en partenariat avec l'ONG Terre des Jeux. Elle vise donc à apporter un soutien aux différents athlètes qui sont qualifiés aux Jeux olympiques prévus se tenir du 21 juillet au 11 août prochain en France. C'est pas couché sur le sport et c'était une manière symbolique pour nous de marquer un peu le début de cette campagne de préparation des Jeux olympiques et de mettre un peu la pression à Hugues Fabrice pour qu'il se rende compte que ça y est, maintenant il n'a plus le temps, il faut qu'il s'y mette et il faut qu'il se prépare activement. Hugues a bénéficié
d'une structure à Lille, une région que je connais bien, puisque je suis moi-même issu de la région du Nord Pas-de-Calais. Donc tous ces centres vont rester. Et le sport constitue pour l'ambassade de France, le sport est pour la France un merveilleux outil de communication avec nos partenaires, de développement. Donc le sport, c'est quelque chose qui doit nous réunir et qui doit nous permettre d'aller encore plus loin. Pour Hugues Fabrice Zango, double champion du monde au triple saut, les préparatifs vont bon train. Tout est mis en branle pour remporter une médaille. Alors, les Jeux Olympiques ont déjà pratiquement débuté pour moi parce que nous sommes en pleine année 2024, l'année des Jeux. Et il y a quand même quelques étapes que nous devons franchir, en l'occurrence quelques compétitions qui nous permettront d'être bien physiquement, d'être bien dans le rythme, de pouvoir mettre le doute, semer les graines du doute dans l'esprit de nos adversaires et également réussir finalement le 9 août prochain gagner les Jeux. Ensuite, la prépa estivale va bientôt débuter avec à peu près 3 semaines où nous allons nous entraîner pratiquement 8 heures par jour pendant 3 semaines. Vraiment, je vais m'isoler et disparaître pratiquement des réseaux sociaux. Et derrière cela, il y a les premières compétitions qui auront à vocation de travailler les différents points gâchettes que nous allons utiliser le jour J. Cette soirée dînatoire est le clou des 24 heures de sport de l'ambassade de France au Burkina Faso. Bien avant, des séances de footing, de fitness et de self-défense ont rythmé la journée. Je vous le disais en titre, les étalons convoqués pour les matchs entrants dans le cadre des journées FIFA sont connus. Le nouveau sélectionneur national a présenté sa liste ce matin. 25 étalons seront du côté de Casablanca au Maroc les 22 et 26 mars prochains contre la Libye et le Niger. La grande surprise, ces matchs vont se jouer sans 11 étalons présents à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres du capitaine des étalons Bertrand Traoré, le gardien Hervé Kofi et le défenseur Issoufou Dayo. Pourquoi une telle décision? On écoute les explications de Brahma Traoré. Bon, c'est ce que personnellement je pouvais faire. Parce que il faut se dire qu'il nous faut un gardien compétitif, un gardien remplaçant compétitif pour suppléer Hervé Kofi. Il faut. Voilà. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est-à-dire, tous les matchs, si c'est Kofi. Quand ça ne va pas marcher, quand Kofi sera indisponible, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que c'est le moment de mettre ces enfants en confiance, surtout dans les journées FIFA. Ils vont prendre des galons. Ils vont voir que la compétition, ce n'est pas seulement rester sur le banc. Il faut être dans le feu des actions. Ils vont apprendre. Voilà, que d'amener Kofi et que ces gardiens-là pensent que non, Kofi est là, quand c'est difficile là, il va monter, il va prendre ma place et puis bon, tout va marcher. Non. Il faut parfois oublier Kofi et que ces gars-là se responsabilisent, qu'ils sachent que Kofi n'est pas là. Qui doit prendre la place? Ils doivent se battre. Et moi, je veux voir ça aussi. Je veux voir Kofi n'est pas là. Qui veut se battre pour être titulaire? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être resté en notre compagnie tout au long de cette semaine. Toute l'équipe technique dirigée par Inoussa Wamba, Jonathan Ilboudo et Toussaint Adialebou se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Bien sûr, en compagnie des programmes de la chaîne au cœur de nos défis. À très vite, j'espère.